Lorsque vous invoquez la loi salique, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour usage de faux. Pardon? Enfin, si vous évoquez la loi salique des francs saliens pour réclamer la réparation d'un préjudice tel que le meurtre, le viol, la mutilation, vous aurez l'air d'un con. Mais juridiquement, à part que votre demande sera rejetée, vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, si vous évoquez la loi salique du XIVe siècle pour réclamer vos droits sur la couronne de France ou un héritage quelconque, vous aurez toujours l'air d'un con, mais en plus, vous êtes passible de poursuites judiciaires pour usage de faux. Mais quel crétin pourrait encore revendiquer la couronne de France aujourd'hui? Je te donnerai le nom des 3 vainqueurs à la fin. La loi salique tombe complètement dans l'oubli entre le 9e et le 14e siècle, quand soudain, oh miracle, on la ressort. Alors oui, c'est ridicule, la loi est vieille de 5 siècles, c'est un peu comme si on décrétait que nos documents juridiques seraient écrits en latin alors que le français est la langue officielle depuis 1536. Mais alors pourquoi on ressort cette loi? Parce que Édouard III revendique le trône du fait que sa mère soit Isabelle de Valois. Et n'imaginez pas que Isabelle de Valois soit une petite chose fragile. Elle dirige le siège de Bistrolles et le supplice de Hugues le Dispensaire laisse songeur. Pourtant, lorsque cette loi ressort en 1358, bien que de nombreux moines se soient penchés dessus, personne n'est convaincu que le roi puisse s'appuyer dessus. D'ailleurs, pour écarter Jeanne de Navarre, seule et unique héritière de Louis X, dit le Hutin, Philippe V le Long n'évoque pas le fait que ce soit une femme, mais plutôt le fait que ce soit potentiellement une bâtarde. En effet, l'affaire de la tour de Nesle avait jeté le discrédit sur sa mère et surtout sur son géniteur réel. Bon d'accord, le pape évoquera le fait que c'est une femme et que du coup la paire de couilles de Philippe ressemble plus à la paire de couilles de l'ancien roi que ce que n'a pas entre les jambes la dite Jeanne. Mais alors, que dit ce texte? Eh bien, c'est un texte qui règle tous les litiges de la vie courante. Enfin courante, si on veut. Il respecte la structure qui suit. On énonce le méfait commis et on prévoit une amende apte à dédommager les victimes. Par exemple, si vous avez tué une femme, si c'est une pucelle, vous êtes condamné à verser 8000 pièces d'or de dédommagement. Si elle a des enfants, il va falloir élever les enfants, c'est 24 000 pièces d'or. Mais si les enfants, ils sont grands, c'est de nouveau 8000 pièces d'or. L'objectif est de payer une nourrice aux enfants, en aucun cas de dédommager un préjudice moral. C'est une loi brutale de simplicité. Et la structure est toujours la même. On arrive donc à l'article 62 traitant de l'héritage, et donc, si quis homo mortuus fuerti et filio non disserti, si pater aut mater superfierint ipsi aereditum succeda, c'est-à-dire, si un homme est mort sans laisser d'enfants, et non pas juste des fils comme certaines traductions voudraient nous le faire croire, l'héritage va aux parents, et je précise bien, au père et à la mère. À défaut, ses frères et sœurs, à défaut ses oncles et tantes paternels, à défaut les maternelles, à défaut n'importe qui du côté paternel. On passe après à l'article 63, qui dit que pour déshériter sa famille, il suffit de les rogner. Point. Et c'est qu'à la fin du XIVe siècle qu'apparaît un article qui indiquerait que les terres saliques ne pourraient pas être léguées à une femme, mais seulement à des mâles. Alors déjà, dans la structure du texte juridique, il fait tâche. C'est un peu comme si dans un concerto pour Mozart, je vous mettais un extrait de métal. Alors l'explication est simple, c'est un rajout du XIVe siècle. C'est un faux. Mais c'est un faux qui fait des émules. En effet, la France est le seul pays qui n'a jamais eu pour régner une femme. Et cette loi de la nature, chez les Capétiens les premiers-nés étaient toujours des mâles, est la preuve de la supériorité du royaume français sur tous les autres royaumes. Car, lorsqu'une femme a régi le royaume de France, cela a toujours été une catastrophe. Ouais, les mecs ils tiennent ce discours alors qu'à l'époque c'est Charles VI qui essuie révolte sur révolte avant de tomber dans une démence profonde.
On est en pleine guerre de 100 ans, mais passons. Et puis, ne vous inquiétez pas. Les femmes sont pleines de ressources. Entre 1488 et 1574, ce sont 3 femmes qui vont assurer la régence. Anne de France, Louise de Savoie et Catherine de Médicis. Hein, la loi salique, on leur a foutu bien. Mais alors, une dernière question se pose. Pourquoi, alors que dès 1550, l'idée se répand que la loi salique comme dispositif successoral a été inventée de toutes pièces par Philippe de Valois et Philippe le Long pour exclure leur nièce de la couronne, selon Bernard de Girard-Eylat en 1570, elle est restée encore en usage. Parce que pour les hommes, le siècle des Lumières commence. Et pour les femmes, celui de l'obscurantisme. Et pour répondre à la question « Qui revendique encore la loi salique ?» Eh bien des monarchistes qui ont 3 candidats bien gratinés à nous proposer. Jean-Christophe Napoléon est prétendant au trône impérial de France. C'est le second-né de Charles Bonaparte. L'aîné, c'est sa sœur, Caroline. Alphonse de Bourbon, un préado de 13 ans, né en 2010, qui serait le second dans l'ordre de succession. Enfin, le troisième, ils ont juste oublié sa grande sœur, Eugénie, née en 2007. Jean d'Orléans, qui a juste oublié que, avant lui, il y avait 2 femmes, Marie et Jeanne, ses sœurs aînées. Donc selon le droit d'aînesse, aujourd'hui, seules des femmes pourraient revendiquer le trône de France, et il semble qu'elles soient un peu moins cons que leurs frères, en ne le réclamant pas. Mais ils n'ont pas fait leurs 3 ans de prison et payé leurs 45 000 € d'amende? Non, parce que sérieusement, il vaut mieux en rire.